répond à la question suivante. Est-ce possible de recueillir tous les besoins métiers? Donc encore une fois, c'est la question d'Étienne qui est présent aujourd'hui avec nous et qui est celle de tous les business analystes. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des informations toutes les 2 semaines sur l'analyse métier. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube pour être notifié des dernières vidéos. Je suis un petit peu sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn aussi, vous pouvez vous abonner à mon réseau LinkedIn, ça sera avec grand plaisir. Comme ça, parfois, ça me permet de pistonner un petit peu certains d'entre vous qui cherchent à se faire recruter. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à liker ce live, ça me permet d'être un peu plus, que les vidéos soient un peu plus diffusées auprès des business analystes aspirants ou en poste, mais aussi des entreprises, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui me suivent et qui prennent conscience du coup de l'intérêt, de l'importance, de la valeur ajoutée de l'analyse métier pour leur projet. C'est quelque chose qui fait boule de neige, c'est un cercle vertueux qui commence à s'enclencher. Donc plus vous êtes nombreux à liker, plus on est visible, nous business analystes, et plus les entreprises, les organisations bénéficient de compétences de business analystes qui sont formés et informés sur leur discipline. Allons-y pour le live d'aujourd'hui. Est-ce possible de recueillir tous les besoins métiers? Alors la question, elle est très importante, encore une fois, elle est même fondamentale lorsqu'on est business analyst, parce que si on n'a pas recueilli des besoins métiers exhaustifs, on ne sait pas concevoir la meilleure solution possible qui réponde à un besoin de changement. Alors, comme d'habitude, un petit plan. Je vais d'abord vous expliquer la différence entre recueil exhaustif des besoins et éllicitation. Ensuite, je vais vous faire quand même un petit focus sur, en tout cas, m'assurer que vous avez bien compris que les besoins métiers, ce n'est pas les exigences de la solution. Donc, je répondrai bien dans ce live à comment être sûr de recueillir les besoins métiers de manière exhaustive et non pas comment être sûr de recueillir les exigences de la solution. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, on va parler des différentes catégories de besoins. Et puis en 4e partie, je vais vous donner mes conseils pour sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers. Alors, c'est parti. Premièrement, recueil exhaustif des besoins versus éllicitation. Alors, la première chose à faire, à comprendre quand on est business analyst, c'est qu'on va recueillir des besoins auprès de contributeurs, de personnes qui ont la connaissance. Et ces personnes-là, on les appelle, en tout cas dans le monde anglo-saxon, des SME, Subject Matter Experts, c'est-à-dire les sachants, ceux qui savent, qui ont la connaissance. Par contre, quelqu'un qui a une connaissance, ça peut être, je sais pas, un expert comptable, un logisticien, n'importe qui en fait qui a une connaissance sur une discipline ou un sujet en particulier, on peut être parfaitement au courant de sa discipline ou de son métier et malgré tout, on peut éprouver des difficultés à l'expliquer et à le formaliser aux autres. Parfois, on dit souvent, on l'a dans la tête, mais on ne sait pas forcément expliquer. Et bien, c'est à ça que sert l'éllicitation, donc le recueil exhaustif, fiable, vérifié et consensuel des besoins. C'est en tant que business analyst à aller chercher ce qu'il y a un petit peu dans la tête des experts métiers pour les formaliser. Alors le terme d'éllicitation que j'emploie beaucoup à la place de recueil des besoins, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un terme qui a été mis en avant par l'IIBA, qui est donc le schéma historique de certification à l'analyse métier, International Institute of Business Analysis, dont d'ailleurs je fais partie en tant que membre du conseil d'administration. C'est pour ça que j'en parle assez souvent parce que je connais bien ce schéma. Il y a d'autres schémas de certification d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous regarderez d'autres vidéos. Je parle de l'IBA parce que c'est évidemment celui dont je fais partie, mais si vous voulez vous certifier, il n'y a pas que l'IBA, même si honnêtement je prêche un peu pour ma paroisse, mais je sais que c'est le plus ancien, le plus historique et c'est la seule association qui existe bénévole. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Donc le terme d'éllicitation, il a été introduit par l'IIBA. Et pourquoi éllicitation et pas recueil des besoins ou recueil de l'information? C'est parce que éliciter, c'est pas juste le fait de lister des informations collectées auprès de contributeurs. Parce que ça, c'est vraiment une erreur que font souvent les business analysts débutants. Ils pensent que recueillir les besoins métiers, on s'assoit à côté du contributeur et on prend en note ce qu'il raconte. C'est pas du tout ça, l'éllicitation. L'éllicitation, c'est une activité qui permet de recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée, consensuelle auprès des contributeurs de votre projet, des fameux SME dont je vous ai parlé juste avant. C'est un processus
qui est incrémental et itératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un processus incrémental, c'est quoi? Ça veut dire que l'exhaustivité des besoins, elle va se découvrir, on va dire morceau par morceau. Imaginez une pelote de laine et vous tirez un fil et en fait voilà, au fur et à mesure que vous tirez sur le fil, la pelote de laine se défait et c'est ça le processus incrémental. Lorsqu'on parle d'élicitation, c'est le fait vraiment de découvrir les besoins progressivement. Il est également itératif, ce processus d'élicitation, c'est-à-dire qu'on va le découvrir d'abord de manière macroscopique, grosso modo on va dire, et puis progressivement, à force de comprendre un petit peu le contexte et le besoin, on va aller rentrer dans un détail de plus en plus fin. Pour reprendre l'exemple de la pelote de laine, c'est comme si vous zoomiez sur un morceau du fil et vous vous rendez compte qu'en fait, le fil de laine, il est composé de plein de petits fils torsadés entre eux. Et en fait, voilà, ce processus itératif va permettre de zoomer à l'intérieur. Donc, dans ce live, je vais répondre à la question d'Étienne en me focalisant simplement, enfin uniquement, ce qui est déjà énorme, sur une partie de l'élicitation qui est, encore une fois, le recueil exhaustif, fiable, vérifié et consensuel d'une information. Et moi, je vais me focaliser sur le recueil exhaustif des besoins métiers. Et donc, je ne vais pas vous dire comment faire pour recueillir des besoins consensuels, fiables et vérifiés, qui est une autre partie de l'excitation, mais juste comment m'assurer de leur exhaustivité. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point pour répondre à la question, c'est déjà comprendre que recueillir les besoins métiers, ça ne veut pas dire recueillir les exigences de la solution. Alors, je parle d'une solution, ça peut être une solution informatique, ça peut être une solution de processus, une solution de gouvernance, etc. Mais là, c'est vrai que je vais quand même faire un petit zoom sur une exigence de la solution technique, une solution informatique. Alors, j'ai fait un live sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais il faut bien comprendre qu'un besoin, c'est quoi? C'est une nécessité, enfin, c'est l'expression d'une nécessité, d'un désir, d'un manque ou d'une insatisfaction qui est éprouvée par un utilisateur ou un client ou toute autre personne, d'accord? Donc, la spécificité d'un besoin, qui est vraiment sa grande différence avec une exigence, c'est que celui-ci, il n'est pas toujours exprimé. Et quand bien même il est, méfiez-vous parce qu'il peut ne pas correspondre aux besoins réels, aux besoins racines. C'est-à-dire que votre contributeur, il peut avoir l'impression de vous exprimer un besoin, en réalité, ce n'est pas vraiment son besoin racine. Donc voilà, ça c'est vraiment la spécificité d'un besoin. Il y a différents types de besoins. Il y a des besoins exprimés, comme on en a parlé juste avant, des besoins non exprimés, c'est-à-dire latents, inconscients, cachés, etc. Donc, il faut que vous gardiez en tête qu'un besoin, il peut ne pas être clairement exprimé par votre interlocuteur et que pour les exhumer, tous ces besoins-là, le business analyst, il va devoir user de techniques d'élicitation et de compétences relationnelles et comportementales appropriées. On va y revenir juste après. La différence avec une exigence, c'est que l'exigence, en fait, c'est une condition ou une capacité que doit posséder un produit ou un logiciel. Et c'est en quelque sorte donc un contrat qui est passé avec l'utilisateur ou le client qui garantit que la solution cible, le logiciel par exemple, en tout cas la solution, que ce soit un processus ou autre, possédera la capacité de satisfaire son ou ses besoins. Donc c'est vraiment une notion de, entre guillemets, contractuelle. Tu as des besoins, mais je ne vais pas forcément y répondre sous forme d'exigence de la solution. Il y a peut-être des besoins qu'on adressera, auxquels on répondra d'une autre manière ou auxquels on ne répondra pas. Parce que dans le cadre d'un projet d'entreprise, on n'a peut-être pas le budget, on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas la capacité technologique, etc. Donc une exigence, c'est vraiment lorsque on a, entre guillemets, contractualisé qu'on allait répondre à un besoin d'une certaine manière. Et donc c'est la condition et la capacité que doit posséder le produit. Donc, dans ce live également, je veux quand même préciser que je ne vais pas vous dire comment être sûr d'avoir identifié toutes les exigences de la solution cible ou d'un logiciel. Ça, c'est pas le sujet de ce live. Là, je vais simplement vous dire comment sécuriser au maximum le recueil exhaustif des besoins métiers. Voilà, donc là, c'était vraiment un point important à avoir en tête pour pas que ça soit ambigu dans votre esprit. Et on va passer à présent à la troisième partie qui est quelles sont les catégories en fait de besoins métiers. Alors, je voudrais pour commencer ça vous donner une citation
qui est très intéressante et qui a été dite par Donald Rumsfeld, qui est l'ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis entre 2001 et 2006, juste après en fait le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et en fait, les États-Unis à ce moment-là, ils étaient sur le pied de guerre et si vous connaissez un peu l'histoire ou si vous avez vécu cette époque comme moi je l'ai vécu, ils sont allés en Irak, ils ont fait la guerre d'Irak, etc. Et ils sont allés en Afghanistan, etc. après pour aller, on va dire, chercher les terroristes. Et le département d'État à la Défense des États-Unis, évidemment, il avait en face de lui des pays, des interlocuteurs, des parties prenantes qu'il ne connaissait pas ou connaissait pas bien. Donc Donald Rumsfeld, il a dit ceci, il a dit « Il y a les connaissances connues », alors accrochez-vous, mais c'est très important. Il y a les connaissances connues, il s'agit de tout ce que nous savons consciemment. Il y a aussi les inconnus connus, c'est-à-dire tout ce que nous ignorons, mais que nous avons conscience de ne pas connaître. Et enfin, il y a aussi des inconnus inconnus, ce sont toutes ces choses dont on ne sait même pas qu'on les ignore. Et je vous cite ça parce que effectivement, après, il y a eu la guerre d'Irak, l'Afghanistan, et ça a été un enlisement, c'était un peu une catastrophe parce que justement, ce qui a causé toutes ces catastrophes a posteriori, ça a été que, le département d'État de la Défense des États-Unis, évidemment, ils ont été confrontés à toutes ces inconnus qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. C'est pas du tout, un point de vue politique que je donne, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous expliquer à quel point tout ce qui n'est pas clairement exprimé peut être dangereux. Et donc, je le ramène à l'analyse métier. Alors vous, business analyst, vous devez sécuriser l'exhaustivité des besoins métiers parce que, vous avez vu dans l'exemple que j'ai donné de Donald Rumsfeld, ça peut être une catastrophe si vous ne les sécurisez pas. Alors vous allez les recueillir auprès de qui? Auprès de ces fameux SME, donc les Subject Matter Experts. Donc c'est ces fameuses personnes qui font autorité dans leur domaine ou dans un sujet particulier. J'ai nommé les comptables, ça peut être n'importe quel contributeur, à n'importe quel sujet. Je ne sais pas si vous êtes dans les assurances, ça peut être quelqu'un qui connaît bien une thématique précise dans les assurances. Si vous êtes dans les, dans l'industrie, par exemple, je travaillais dans tout ce qui est aéronautique, il y avait des informations très précises sur les autorités internationales en matière d'aéronautique. Quand il fallait que je comprenne comment ça se passe, j'allais interroger le contributeur qui maîtrisait ça. Ça peut être aussi un expert technique. Par exemple, si vous êtes consultant business intelligence et que vous allez implémenter un outil de business intelligence, et bien votre contributeur, ça peut être tout simplement un formateur en business intelligence du logiciel en question que vous allez interroger pour comprendre, je ne sais pas, quelles sont les fonctionnalités du logiciel. Alors, les catégories de connaissances à éliciter. Il y en a vraiment 4 en particulier. Et là, je reprends en fin de compte la phrase de Donald Rumsfeld, vous allez voir pourquoi c'est important. La première catégorie de connaissances à recueillir, à éliciter, et donc de besoins métiers à éliciter, ce sont toutes les connaissances dont votre expert, votre SME, Subject Matter Expert, donc votre contributeur, est conscient. Tout ce qu'il est conscient de savoir et dont il sait que les autres personnes auront également besoin qu'on leur fasse connaître. Donc, c'est des informations qu'il va spontanément vous partager lors du recueil des besoins. C'est également des informations, des besoins qu'il va être en mesure d'exprimer relativement clairement. Ça, c'est la première catégorie. C'est la catégorie la plus simple que vous allez recueillir au début le plus facilement possible. La deuxième catégorie, ce sont des connaissances dont votre contributeur, votre SME, n'est pas au courant que ce sont des connaissances à exprimer. C'est en fait toutes ces choses qui sont intrinsèquement connues de tous ceux qui partagent la même expérience, la même formation ou la même profession. Donc votre contributeur, il peut se rendre compte qu'il doit vous en parler, vous business analyst, parce qu'il suppose que, il peut ne pas se rendre compte qu'il doit vous en parler, parce qu'il suppose en fait que tout le monde sait ce qu'il sait, il se pose même plus la question. Typiquement, c'est quoi? C'est tout ce qu'il maîtrise tellement bien qu'il n'y pense plus. Dans le cadre de son métier. Ça peut être aussi tout ce qui est jargon professionnel, y compris les acronymes. Il l'emploie de manière tellement naturelle qu'il ne se rend même pas compte qu'en face de lui, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas tout ça.
Ça peut être aussi lorsqu'il utilise un processus métier qui est en place depuis très longtemps et donc là également, il ne se rend même plus compte que c'est quelque chose qu'il faudrait expliciter. Donc ça, c'est cette deuxième catégorie. Toutes ces connaissances dont votre contributeur n'est pas au courant qu'il doit les exprimer. Troisième catégorie, ce sont les connaissances que vous ne maîtrisez pas, vous business analyst, mais par contre vous avez conscience que vous ne les maîtrisez pas. Vous avez entendu parler d'une thématique et vous vous dites ok, il faut que je creuse le sujet. Je vous parlais de l'exemple de l'aéronautique tout à l'heure. J'ai entendu des informations au cours de l'émission sur l'aéronautique. Je me dis j'y connais rien du tout, il va falloir que je fasse de l'élicitation sur ces thématiques pour monter en compétences. Donc ça, c'est toutes ces connaissances-là. Le business analyst, il sait donc qu'il va devoir poser des questions sur ces sujets pour collecter l'information. Et donc là, souvent, c'est vrai qu'il s'agit souvent de la première trame en fait, de questions que vous allez poser en commençant sur une mission, parce que vous connaissez encore pas grand-chose, que ce soit sur l'activité, le secteur d'activité, le produit, le service, ou sur tout ce qui comporte, tout ce qui consiste dans la compréhension, on va dire, du début en fait de vos missions. Et puis en fait, au fur et à mesure que le processus incrémental et itératif de l'élicitation il progresse, eh bien vous en tant que business analyst, vous allez accroître votre compréhension, votre prise de conscience en fait sur tous ces domaines de connaissances, ce qui va, comme la pelote de laine, ça va vous donner d'autres perspectives de questionnement parce que vous aurez déjà maîtrisé un petit peu en amont tout ce qui existe, et puis vous allez ainsi approfondir votre compréhension. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que les connaissances non exprimées de la catégorie précédente, la catégorie 2, elles doivent être absolument identifiées. Donc catégorie 2, je vous rappelle, c'est tout ce que votre contributeur connaît, mais il n'a pas conscience qu'il faut les exprimer. Eh bien vous, lorsque dans la catégorie 3, vous allez progressivement monter en compétence sur certaines thématiques, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions à poser que vous n'auriez pas eu l'idée de poser avant pour permettre à votre contributeur d'exprimer ce qu'il n'a pas eu l'idée d'exprimer auparavant. Et puis il y a une quatrième catégorie de connaissances, eh bien ce sont les plus graves, les plus sérieuses, c'est les fameuses inconnues mentionnées par Donald Rumsfeld. Ce sont les connaissances dont le business analyst ignore même l'existence. C'est donc des informations dont il n'a pas connaissance, il ne sait pas qu'il pourrait en avoir besoin. Ça peut être par exemple tout ce qu'on appelle les chaos limites, des règles spécifiques ou des combinaisons de données qui ne sont pas communiquées. Donc voilà, ça c'est vraiment la catégorie la plus compliquée à exhumer parce que comment poser des questions sur des sujets dont vous ne savez même pas que ces sujets existent. Voilà, c'est complexe. Donc les catégories 1 et 3 que je vous ai mentionnées juste avant, c'est donc pour mémoire les connaissances que le contributeur sait devoir exprimer. Il les connaît et il sait qu'il va devoir vous en parler. La catégorie 3, c'est toutes les connaissances que vous, business analyst, vous avez conscience de ne pas connaître, ne pas maîtriser et que vous allez donc poser des questions précisément là-dessus. Donc ces deux catégories-là, ce sont des besoins exprimés ou à faire exprimer avec des techniques d'élicitation et des compétences relationnelles et comportementales appropriées. Là où ça se corse, c'est les deux catégories 2 et 4. Donc catégorie 2, pour mémoire, c'est les connaissances que votre contributeur subject matter expert n'est pas au courant qu'il doit les exprimer parce que jargon métier, processus installé depuis longtemps, etc., qu'il utilise sans même s'en rendre compte. Et catégorie 4, c'est les fameuses connaissances que le business analyst ignore exister et donc des informations qui sont hyper importantes, mais il ne sait même pas qu'elles existent, donc il ne peut même pas poser de questions dessus, du moins pense-t-on, s'il ne les connaît pas. Ces deux catégories, c'est là que vous allez trouver tout ce qui est besoin non exprimé, c'est-à-dire besoin inconscient, caché et latent, et bien entendu, ce sont les plus dangereuses parce que c'est là que les besoins non exprimés qui la composent, ils vont arriver souvent le plus tard possible, sauf si vous savez bien faire votre métier, et c'est la plus grande source de changement de dernière minute, voire ce sont les besoins qui peuvent faire flancher totalement le projet si on les découvre trop tard. Alors, ma réponse à la question et donc mes conseils pour sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers. Bien entendu, c'est beaucoup trop vaste pour y répondre en un seul live, donc je vais vous donner juste des points de contrôle. Première chose,
vous devez sélectionner et utiliser des techniques d'élicitation appropriées. Donc il y a plein de techniques d'élicitation qui existent. Dans la masterclass, j'en donne 10 principales, donc je vais vous donner les noms, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de les décrire. Étienne, tu sais de quoi il s'agit puisque c'est ta question, mais tu étais aussi élève de la masterclass, donc tu connais maintenant toutes ces techniques. On a l'interview, les ateliers de travail, les techniques de brainstorming, les techniques de design thinking, l'analyse des interfaces, tout ce qui est sondage et questionnaire, jeu collaboratif, analyse documentaire, prototypage, mind mapping, et il y en a d'autres, mais celles-là, c'est vraiment celles que j'ai utilisées le plus souvent et qui sont les plus fréquemment utilisées lorsqu'on est business analyst. Donc déjà, première chose à faire pour sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers, eh bien, il faut faire ce travail de sélection de la et des en fait meilleures techniques d'élicitation parce que chacune a des avantages, des inconvénients. C'est pas en plus des avantages et inconvénients comment dire standard dans le sens selon le contexte. Certaines techniques seront plus faciles à appliquer que d'autres. Par exemple, actuellement, contexte Covid, bien entendu, il y a peut-être des techniques d'élicitation comme le design thinking que j'aurais utilisé de préférence pour imaginer, pour recueillir des besoins métiers pour des solutions innovantes, par exemple. Mais je ne peux pas parce que je ne suis pas en présentiel avec mes contributeurs, donc je vais en sélectionner d'autres qui sont peut-être moins satisfaisantes, mais dans le contexte, je n'aurai pas trop le choix et je vais faire avec. Voilà. Donc la première chose, utilisez les techniques d'élicitation appropriées à votre contexte. Deuxième chose, il y a des compétences à maîtriser en matière d'élicitation collaborative. C'est-à-dire que dans les techniques d'élicitation que je vous ai nommées, il y en a certaines comme l'analyse documentaire ou l'analyse des interfaces qui ne nécessitent pas d'aller interviewer vos collaborateurs, vos SME. Vous allez utiliser des données numériques souvent ou autres voilà, pour travailler, pour recueillir tous ces besoins-là. Si vous êtes par contre dans le cadre d'utilisation de techniques, vous avez des subject matter experts en face de vous ou au téléphone ou en tout cas avec qui vous interagissez, eh bien vous allez devoir maîtriser des compétences particulières et là je vais vous donner une liste qui est franchement des points de contrôle à garder en tête. Premièrement, vous allez évidemment préparer soigneusement votre séance d'élicitation. Donc, je vois parfois des business analysts qui arrivent, qui disent « c'est pas grave, j'ai posé des questions à mon subject matter expert, je vais me mettre sur le coin de son bureau, lui poser mes 2-3 questions et je repars ». Ça peut être bien pour certains points de contrôle parce que vous avez déjà fait un recueil exhaustif d'informations avant, mais si c'est comme ça que vous pensez recueillir vos besoins métiers, oubliez, c'est pas comme ça qu'on fait, on prépare vraiment soigneusement sa séance d'élicitation. On va bien entendu choisir les questions et les séries de questions. Les questions, oui, mais on va les poser dans un certain ordre et faire des séries de questions de manière logique et pertinente pour aider un petit peu votre SME à sortir un petit peu tout ce qu'il a dans sa tête. Ensuite, il va falloir vérifier que vous savez vous adapter en temps réel à votre interlocuteur. Ça ne veut pas dire oublier totalement votre trame de questions, quoique il y a des fois ça m'est arrivé de devoir mettre de côté ce que j'avais préparé parce qu'au final ce n'était pas approprié pendant l'entretien. Mais ça veut simplement dire ne pas être psychorigide. Il y a des fois, il est nécessaire de passer du temps sur un point qu'on n'avait pas imaginé être aussi complexe. Et on sent que ce point-là, c'est peut-être des besoins latents ou inconscients qui sont cachés derrière. Et dans ce cas-là, on sait que ça peut remettre en cause tout le reste. Donc, il faut savoir aussi s'adapter en temps réel à votre interlocuteur. Ensuite, il y a la technique d'écoute réflexive, ce qui est tout simplement la reformulation. Vous avez face à vous un interlocuteur qui vous parle peut-être avec un jargon métier, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris. Donc là, il ne faut pas hésiter à reformuler. Alors, si j'ai bien compris, quand tu fais tel ou tel processus, tu fais telle action et tu obtiens telle information. Est-ce que j'ai bien compris? Voilà, ça c'est la technique d'écoute réflexive, reformulation. Après, il y a tout ce qui est poser des questions de rebond. Il ne faut pas vous contenter de prendre en note. Il faut à chaque fois poser des questions pour aller de plus en plus au fond des choses. Et la question typique qu'on pose tout le temps, c'est pourquoi. Et notamment, il y a la technique des 5 pourquoi. Donc ça, question de rebond.
Ensuite, il faut également recueillir le plus possible d'exemples et de cas pratiques, parce que c'est en utilisant ces exemples et ces cas pratiques que vous allez pouvoir poser des questions plus pertinentes. Et puis c'est aussi là que votre contributeur, il va se rendre compte que ah bah j'ai oublié pour tel client, c'est un peu particulier, parce que souvent, vous allez voir, ça se passe comme ça. Vous allez demander un exemple, il va vous sortir un exemple, et là il va vous dire ah non, alors je te donne pas cet exemple, je ne peux pas comprendre parce que ça c'est spécial. Alors là, tilt, vous sortez vos antennes, vous dites ah j'ai peut-être trouvé un cas aux limites, un cas particulier. Donc ça, très important, recueil d'exemples et de cas pratiques. Ensuite, vous allez également utiliser la technique de questionnement sans ego issue de la programmation qu'on appelle egoless programming. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais en fait, c'est le fait de vous mettre dans la peau d'un stagiaire ou d'un quelqu'un qui ne connaît rien à rien, même si vous connaissez déjà le sujet. Vous mettez un peu de côté votre ego, egoless programming, pour faire comme si vous n'y connaissez rien. Et c'est comme ça que vous allez recueillir plein d'informations qui, sans cette posture-là, en fait, peut-être vous ne les auriez pas recueillies. J'ai parlé de la découverte de cas aux limites, donc c'est tout ce qui est exception, des choses qui ne suivent pas le processus habituel. C'est très important, c'est encore une fois ce genre de cas qui peuvent faire complètement flancher un projet. Surtout également, faites définir tous les termes et les acronymes non familiers. Si vous ne comprenez pas un acronyme ou un terme, d'un jargon, faites-le définir, très important. Ensuite, soyez également attentif aux noms de personnes et aux processus dont vous n'avez jamais entendu parler jusque-là. Ça, vous le notez, et même si vous n'avez pas le temps pendant la séance de le faire approfondir, il va falloir que vous alliez approfondir ça parce que vous allez sans doute découvrir des tas de besoins latents, non exprimés derrière ça. Évidemment, ne vous satisfaites jamais de réponses trop générales, trop vagues ou ambiguës. Il est super important que ça soit clair, précis et non ambigu. Donc ça, pareil, sortez vos antennes. Si vous trouvez que c'est trop général, trop vague, ambigu, ça veut dire qu'il y a des questions à poser. Je vous conseille également de poser une question à la fin de chaque entretien. Et la question, elle est très simple, c'est la suivante, c'est vous attendiez-vous, donc vous parlez de business analyst, vous allez parler à votre contributeur ou à vos contributeurs, et vous allez dire, est-ce que vous vous attendiez à ce que je pose des questions que je n'ai pas posées lors de cet entretien? Et cette simple question, ça va permettre à vos contributeurs éventuellement de dire, oui, en fait, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a évidemment les techniques de vente. Techniques de vente, c'est très intéressant quand on est business analyst parce que ça permet un petit peu d'aller recueillir des besoins. Les vendeurs, ils sont très forts pour ça, ils sont formés pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous former sur des techniques de vente. Ça peut vous aider énormément. Et puis enfin, bien entendu, il y a tout ce qu'on appelle compétences relationnelles et comportementales qui sont extrêmement importantes. C'est en ayant cette posture de conseiller avisé, d'influence, d'écoute attentive que vous allez pouvoir inciter vos contributeurs à la collaboration parce qu'il y a des contributeurs qui n'ont pas envie en fait de collaborer tout simplement. Ils sont peut-être pas d'accord avec le projet ou ça fait juste la énième fois qu'on va les solliciter ou alors ils ont des urgences ou alors ils ont des problèmes perso. Et donc pour recueillir de manière exhaustive les besoins métiers, il faut aussi les inciter à collaborer, si ce n'est avec plaisir, en tout cas, au moins à collaborer. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de points de contrôle pour sécuriser l'exhaustivité, le recueil exhaustif des besoins métiers. Et donc pour résumer, et pour répondre à la question comment être sûr de recueillir tous les besoins métiers, alors évidemment, la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il s'agit bien plus que de prendre simplement en note les besoins exprimés par vos contributeurs, vos SME. Il faut être conscient que les contributeurs, ils ont donc des besoins non exprimés, c'est-à-dire inconscients, cachés ou latents. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et que justement, ces besoins inconscients, latents, cachés, il faut faire très attention à cette catégorie-là parce que c'est vraiment eux qui peuvent remettre en cause tout un projet s'ils sont découverts trop tard. Et ça, c'est fréquent. Donc, comment faire? Vous allez sélectionner les bonnes techniques d'élicitation. Vous allez mettre en œuvre vos compétences relationnelles et comportementales et également toutes les techniques dont je vous ai parlé juste avant liées à l'élicitation collaborative, tous les points de contrôle dont je vous ai parlé. Et également, il faut garder en tête que c'est un processus incrémental et itératif. Donc, ça veut dire c'est pas en une séance que vous allez recueillir tous les besoins métiers. Ça n'est pas
possible. C'est au fur et à mesure que vous allez progressivement tirer sur le fil de la pelote de laine pour tout recueillir. Et encore, bien entendu, on ne peut pas tout recueillir parce qu'on n'est pas non plus dans la tête de tous les contributeurs. Tout ce qui est besoin latent, non exprimé, etc., c'est compliqué à recueillir. Donc, on va essayer, nous, de le sécuriser, hein, bien entendu, pour qu'on ait un maximum de besoins recueillis. Mais bien souvent, on ne peut pas tous les recueillir, mais au minimum, encore une fois, on peut sécuriser cette exhaustivité en appliquant tous les conseils que je vous ai donnés dans ce live. Voilà, alors écoutez, je vais regarder un petit peu vos questions. Je ne vois pas de commentaires, de questions. Donc si vous en avez, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, ça veut dire que j'étais claire, j'espère. Et si vous en avez a posteriori de ce live, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou dans le fil de ce live et j'y répondrai comme je l'ai fait aujourd'hui, puisque c'était Étienne m'avait posé cette question dans le fil d'un live et je savais que ça serait trop long à répondre. N'hésitez pas vous à me poser vos questions pour un prochain live. Encore un grand merci d'avoir participé à ce live. J'espère que vraiment je vous ai éclairé. Si vous avez aimé, vous likez s'il vous plaît, vous partagez pour qu'on soit le plus possible au courant de toutes ces bonnes pratiques. Puis également pour récompenser tout le travail que je fais bénévolement pour vous apprendre toutes les techniques et les bonnes pratiques de l'analyse métier. Ça me fera très plaisir tous vos likes. Si vous avez des questions pour des lives ultérieurs, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'envoyer un messenger, un email, commentaire, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux et j'y répondrai avec plaisir. Je crois qu'on a fait le tour. Encore un grand merci. Ciao, à bientôt.